1 Soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h22, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. L'auteur de l'attentat près de la Tour Eiffel samedi soir est donc toujours en garde à vue. Attentat qui, rappelons-le, a fait un mort et 2 blessés. Et ce soir, on continue à se poser cette même question. L'attentat aurait-il pu être évité ? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, parle de ratage psychiatrique. Bonsoir Guillaume Monod. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés dans Europe 1 Soir. Vous êtes psychiatre, intervenant en milieu carcéral depuis 12 ans et auteur du livre « En prison, paroles de djihadistes » chez Gallimard. Alors, ratage psychiatrique, vous comprenez cette expression ? Non, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a une prise en charge psychiatrique qui a été assez conséquente, qui a été assez organisée, qui s'est déroulée selon les règles que l'on fait régulièrement dans les services de psychiatrie, qui à un moment donné effectivement aboutit au fait que le psychiatre pensait en toute bonne foi scientifique, si je puis dire, que la personne n'avait plus besoin de traitement, et donc a arrêté le traitement. Et ensuite de quoi la prise en charge s'est arrêtée parce que la personne présentait tous les signes comme quoi elle allait mieux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, un psychiatre voit son patient, voit l'état dans lequel il est aujourd'hui, peut éventuellement savoir comment il était il y a quelques jours, quelques mois, voire même quelques années. Mais un psychiatre ne lit pas l'avenir. Un psychiatre ne sait pas ce qui se passera dans 6 mois ou dans 1 an. Un psychiatre, c'est un médecin, c'est pas Madame Irma. Il fait des prises en charge, il tire pas les cartes, il regarde pas dans les boules de cristal. Ce qui veut dire qu'un psychiatre, comme tout être humain, peut se tromper. Bien entendu. Gérald Darmanin regrette qu'un préfet ne puisse pas forcer un individu à se présenter devant un psychiatre. Ça vous paraît possible, ça, de forcer quelqu'un à consulter un psychiatre ? Oui, parce que ça arrive régulièrement. Des juges prononcent des injonctions de soins, des injonctions thérapeutiques, des obligations de soins. Donc il y a différents cadres juridiques qui existent déjà pour faire en sorte que la personne aille rencontrer le psychiatre. Mais entre le rencontrer et lui parler, c'est encore autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Une fois que la personne est dans le bureau, la personne dit ce qu'elle a envie de dire et fait ce qu'elle a envie de faire. C'est un petit peu comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école, on peut très bien le mettre dans la salle de classe. Si la maîtresse est là, mais qui ne veut pas écouter ce que dit et ne veut pas prendre sa leçon, il ne se passera rien du tout. Alors, ce terroriste de 26 ans était connu pour son radicalisme islamiste et aussi pour des troubles psychiatriques. Sa mère avait signalé un changement de comportement le mois dernier. Est-ce que vous diriez que ce type de profil est courant ? Non, pas sur le plan de la question de la radicalisation islamique. Par contre, il est courant sur le plan des troubles psychiatriques. Les personnes qui, en général, détectent le mieux les troubles psychiatriques et les moments de décompensation, justement, ce sont les familles qui vivent avec les personnes, donc qui peuvent voir les changements subtils. Et puis surtout, ce sont eux qui sont à proximité des patients, qui les voient. Le psychiatre reste à l'hôpital, tandis que le patient, il est chez lui. Le préfet de police, Laurent Nunez, dit que ce sont les profils les plus difficiles à suivre. Radicalisation, problème psychiatrique. Absolument, c'est tout à fait exact. Parce qu'il y a 2 problèmes extrêmement complexes. Le problème de la radicalisation, qui est déjà en soi extrêmement complexe. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de définition de ce qu'est la radicalisation. Donc c'est déjà difficile de prendre en charge quelque chose quand on ne connaît pas vraiment le concept lui-même. Donc il y a ce problème en entier, et puis le problème en entier de la psychiatrie, qui a affaire à des maladies du fonctionnement psychique, qui sont donc imprévisibles, et surtout dont on ne peut pas savoir ce qu'elles deviendront par la suite. Un psychiatre ne devine pas l'avenir, il voit ce qui se passe au quotidien. Ce qu'on peut imaginer aussi, ce que peuvent peut-être penser les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que finalement, c'est une forme d'excuse de dire il a commis ce crime, il a tué une personne, il en a blessé 2 autres, là à côté de la Tour Eiffel. Finalement, dire que ses problèmes psychiatriques expliquent son acte, certains doivent se dire c'est un peu facile, non ? Oui, beaucoup pensent que ça explique un petit peu, beaucoup pensent que ça explique tout, beaucoup pensent que ça n'explique rien. La vérité est qu'effectivement, ces 2 phénomènes se rejoignent à un moment donné dans le fonctionnement psychique de l'individu. Mais dire qu'est-ce qui est la part de la maladie psychiatrique et qu'est-ce qui est la part de la conviction radicale, c'est extrêmement difficile. On a un auditeur qui nous... On va avoir un auditeur, on me dit, dans quelques instants. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le joindre. Ce qui est aussi intéressant dans le cas de ce franco-iranien, c'est qu'il semble qu'il a fait semblant d'être déradicalisé. Apparemment, il est passé d'un extrême à l'autre. Donc, il a trompé son monde. Peut-être qu'il s'est trompé lui, tout simplement. Peut-être qu'il était délirant. Qu'à un moment de son délire, il avait des convictions radicales. Son délire a évolué pour des raisons que j'ignore. À un moment donné, il était sincèrement convaincu de ne plus l'être. Et puis ensuite, de quoi son délire a continué à progresser. Il est revenu en arrière dans ses propos délirants. Donc peut-être qu'effectivement, c'est de la taquilla, comme on le dit. Mais peut-être aussi que c'est de la dissimulation. Mais c'est peut-être aussi tout simplement l'évolution naturelle de son délire. On le voit très fréquemment chez des gens qui ont des troubles psychiatriques. Le délire évolue.
Alors, on a récupéré notre auditeur Yann. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci d'avoir appelé Europe 1. Quand vous entendez tout ce que nous sommes en train de dire avec le docteur Guillaume Monod, qui est psychiatre, qui est spécialisé dans les consultations avec ces profils djihadistes, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ça m'inspire en fait un déni de réalité. En quelques mots, si vous voulez, l'excuse de l'irresponsabilité psychiatrique qui est employée, mais vraiment dans 2 cas sur 3 pour les à peu près 300 Français qui ont été assassinés depuis 10 ans quand même, c'est ça dont on parle. Hein. C'est un déni de la réalité de ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Ces gens-là, comme tous les assassins, sont des gens perturbés, parce qu'il faut être perturbé pour commencer à assassiner son voisin ou quiconque. Et d'autre part, c'est un déni de leur réalité à eux, et leur réalité, c'est l'application littérale des commandements de leur religion. C'est aussi bête que ça. Donc, comme pour nous, c'est impensable, on ne le conçoit pas et on met ça sur le compte de la folie. Bah, voilà, Il faut vous dire que quand... c'est exactement. Merci Yann de cette intervention, parce qu'en fait, vous illustrez exactement la question que je venais de vous poser, Guillaume Monod. On prend ça comme une excuse, finalement, le problème psychiatrique. Alors, je ne suis pas certain qu'effectivement les 2 tiers des assassins ont eu une abolition du discernement. Ça, je reste éminemment méfiant sur ce chiffre-là, parce que je vois des détenus qui ont qui ont tué leur personne, qui ont tué leurs voisins, qui ont tué leurs femmes, etc., et qui sont reconnus tout à fait coupables. Donc cette question-là, à mon avis, elle est un petit peu litigieuse. Mais surtout, ce qui est vrai, c'est que la question n'est pas de savoir si c'est le déni de la réalité ou c'est pas le déni de la réalité. La question est comment est-ce qu'on peut prendre de façon efficace ces personnes-là. La question n'est pas de les excuser. La question est, il y a des difficultés, on est absolument d'accord, des difficultés psychiques, comment est-ce qu'on peut les prendre de façon efficace? Et malheureusement, il y a un trop grand clivage actuellement entre ce qui est de l'ordre du médical d'une part et ce qui est de l'ordre de la justice d'autre part. C'est très intéressant. On va continuer à parler de ça si vous le voulez bien. Yann, vous pouvez rester en ligne avec nous. Merci beaucoup, docteur Monod. Je rappelle que vous êtes psychiatre. On vous retrouve dans un instant pour essayer de mieux comprendre ce profil psychologique de l'assassin près de la Tour Eiffel samedi. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h32 sur Europe 1. Nous sommes toujours avec le psychiatre Guillaume Monod et avec notre auditeur Yann. Yann, on parle donc de cette attaque terroriste près de la Tour Eiffel. Vous disiez une chose très juste et qu'on entend beaucoup. Finalement, on a tendance à dire, dès qu'il y a un terroriste, un acte violent, oui, il avait des problèmes psychiatriques. Et ça vous choque? Écoutez, mais ça me choque profondément, mais ça n'est finalement qu'une manifestation nouvelle de la culture de l'excuse dans laquelle nous sommes en permanence. Je vous donne un exemple récent, puisque c'était aujourd'hui ou hier. On a entendu les différents représentants du gouvernement expliquer que la chaîne avait été respectée, qu'on avait identifié en tant que fichier S, qu'il avait purgé sa peine, qu'il était suivi par la DGSI, etc., etc., et donc que l'État n'avait pas failli. Donc la culture de l'excuse consiste à, en fait, être responsable mais jamais coupable. Et si on se met en termes de résultat, le résultat c'est qu'il y a un mort et 2 blessés qui s'ajoutent à la longue cohorte des gens qui ont été assassinés. Donc nous on est désemparés en tant que citoyens, puisque évidemment la défense et la protection des citoyens n'appartient pas aux citoyens mais elle est déléguée à l'État, et on a un État qui est aujourd'hui tellement faible, il suffit de voir le nombre de morts, parce que c'est ça le résultat. Et on est pris entre une hyper-violence qui se manifeste dans tous les coins de France maintenant, comment ne pas penser à ce pauvre Thomas, et d'autre part une justice qui n'a pas les moyens, avec des juges laxistes qui sont très à gauche objectivement, une police qui est désarmée. Rendez-vous compte, sur le pont de Grenelle, le policier n'a pas osé dégainer son arme, mais on est le seul pays du monde où c'est comme ça. L'homme en question avait déjà assassiné un autre homme, avait blessé 2 personnes et on l'a juste tasé. Mais ils ont eu du courage, les policiers, mais ils ont eu de la chance également, parce que ça aurait pu très très mal tourner. Et il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On entend votre colère et votre angoisse, Yann. Docteur Monod, quand vous entendez les mots de Yann, comment vous réagissez? Je comprends sa colère et je peux la partager dans une certaine mesure. Je comprends qu'il soit choqué, moi aussi je l'ai été. Mais le problème du terrorisme, l'acte terrorisme, c'est le problème de la SNCF.
On parle uniquement des trains qui déraillent et pas de ceux qui arrivent à l'heure. On ne parle pas de toutes les personnes djihadistes, et moi j'en ai pris un certain nombre, qui avaient des maladies psychiatriques, qu'on a soignées, guéries, qui maintenant vont bien, depuis des années et des années. On ne parle pas non plus de la police qui a réussi à démanteler des dizaines et des dizaines de fileurs logistiques, qui a mis en prison des centaines de personnes. Donc voyons aussi la réussite de ce qui se passe. Voyons la réussite des troubles psychiatriques. Et on parle de la culture de l'excuse. Mais il ne faut pas tomber non plus dans la culture du miracle, où on demande à la psychiatrie ou à la police ou à l'État de faire des choses qui ne sont pas possibles, qui sont de l'ordre du miracle. Malheureusement, malgré le fait qu'il y ait des lois contre la pédophilie, il y a malheureusement toujours des pédophiles. Il y a des lois contre le terrorisme. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour les arrêter. Yann soulevait aussi une question importante. Il disait, est-ce que finalement tous les terroristes n'ont pas un problème psychiatrique? Parce que pour en arriver à tuer son prochain comme ça, dans la rue, à coups de couteau, ou quelle que soit la manière, est-ce que finalement il ne faut pas avoir un problème dans sa tête? Certains ont des troubles psychiatriques, bien Mais entendu. d'autres non. D'autres n'en ont pas. Tout comme malheureusement le féminicide, on sait maintenant que certaines personnes qui font des actes de féminicide ont des maladies psychiatriques. Et c'est à cause de ça qu'ils sont passés à l'acte, tandis que d'autres étaient simplement des maris jaloux qui ont fait un acte qu'ils ne voulaient pas nécessairement faire, mais qu'ils ont réalisé en dehors de troubles psychiatriques. En garde à vue, l'homme, le suspect, donc l'auteur, a revendiqué son geste en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Et apparemment, on dit qu'il s'est montré très froid, clinique, totalement désincarné par rapport à l'attaque. Comment on interprète une attitude comme celle-là? Certaines maladies psychiatriques, justement, se définissent par ce type de symptômes, avec des gens qui ont des affects, qui ont des émotions, qui ont des idées, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ça fait même partie, d'une certaine façon, de troubles de la psychiatrie, de la psychose, de la schizophrénie, des gens qui sont déconnectés de la réalité. Et donc, ils ne montrent pas d'émotions là où ils devraient en avoir, ou parfois, ils montrent des émotions là où ils ne devraient pas en avoir. Yann, vous êtes toujours là? Vous vouliez réagir? Écoutez, j'écoute avec attention Monsieur Monod, qui a évidemment plus d'autorité que moi sur le sujet, qui parlait d'expériences de gens radicalisés qu'on a réussi à déradicaliser. C'est pas le sujet, me semble-t-il. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a meurtre ou assassinat, quand le sang coule, que les têtes roulent, eh bien c'est la prison directement. C'est plus une question de savoir si son père a été gentil, s'il était là ou ce que vous voulez, ou si l'islam ou les hadiths ou la sunna lui a indiqué qu'il fallait faire ou autre. Il a tué des citoyens français, il va en prison. C'est pas très compliqué, c'est ce qu'on attend tous. Quand je dis on, c'est les braves gens, quoi, les mecs qui bossent, qui payent des impôts et qui financent ce grand carnaval qui est incroyable. Alors, il a passé plusieurs années en prison. Malheureusement, ça n'a pas été la solution. La prison n'est pas forcément, et sans doute pas d'ailleurs, une solution pour ce type... Alors moi, je rejoins Yann. Moi aussi, je pense que ce monsieur mérite la prison. On est tout à fait d'accord. Il a commis un assassinat. Il mérite la prison. Je n'ai aucun état d'âme. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais la question, c'est que ce n'est pas suffisant pour arriver à savoir un petit peu de toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge de façon efficace. Et je maintiens que l'une des grandes difficultés, il y a un trop grand clivage entre ce qui est la prise en charge de l'ordre psychiatrique et ce qui est la prise en charge de l'ordre judiciaire. Pour vous donner un exemple, on a des juges aux affaires familiales, on a des juges pour les enfants, on a des juges des tutelles, on a des juges de ceci et de cela. Moi, je souhaiterais qu'il puisse y avoir des juges aux affaires psychiatriques, des juges spécialisés pour la prise en charge de criminels ou non criminels qui ont une pathologie psychiatrique, de manière à ce qu'ils puissent avoir des éléments de connaissances fiables, de manière à pouvoir mieux faire prendre les prises en charge. Est-ce que finalement, c'est évidemment, vous allez me dire pas la solution, mais on peut imaginer un internement jusqu'à ce qu'on considère que les gens ne sont plus dangereux pour la société? Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. On réinvente oui, la mais poudre. Préventif. Préventif, on ne peut pas condamner quelqu'un qui est innocent. Tant qu'on n'a pas la preuve de la culpabilité. On a peur de ce qu'il peut faire potentiellement. Oui, alors malheureusement, sur le plan politique, on sait très bien les dérives totalitaires et auxquelles ça peut donner. Mais une fois que la personne est reconnue comme étant coupable, l'enfermement perpétuel, non pas à vie, mais tant que la personne n'est pas jugée guérie, cela existe. Il y a des détenus qui sont en prison depuis 30, 40, 50 ans et qui très possiblement ne sortiront jamais parce que les experts pensent qu'ils ne sont pas aptes à retourner dans la vie normale. Donc on réinvente la poudre. Quelqu'un qui a commis un crime, bien sûr, Yann, bien sûr qu'il va aller en prison. Il sera pris en charge. Et on ne sait même pas quand il sortira. Merci Yann de nous avoir appelés. Merci à vous, docteur Guillaume Monod, psychiatre, consultant au Centre pénitentiaire de la santé. Je rappelle le titre de votre livre, En prison, paroles de djihadistes, chez Gallimard. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. 19h, 20h. Hélène Zélani.